Le jour de mes 16 ans, mes frères et sœurs m'ont oublié à la maison pendant qu'ils faisaient la fête avec papa, en laissant un mot « reste hors de notre vue, le monstre ». Je pleurais seul jusqu'à ce que la sonnette retentisse ma marraine, tenant des papiers officiels. Ton père a signé ton abandon, a-t-elle dit. Maintenant, tu es à moi, et son entreprise aussi. Leur fête a été ruinée quand la nouvelle est tombée. Je m'appelle Sierra Holloway. J'ai 16 ans. Et voici l'histoire de comment mon pire anniversaire est devenu la nuit où j'ai découvert qui j'étais vraiment et ce que je valais réellement. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Je me suis réveillé à 7 heures du matin le 16 janvier 2025. La maison était trop silencieuse. C'est la première chose que j'ai remarquée. L'absence de son là où il aurait dû y en avoir. Pas de cliquetis de vaisselle dans la cuisine. Pas de conversation étouffée montant les escaliers. Pas d'odeur de café ou de bacon ou de quoi que ce soit qui suggérait que la vie existait au-delà de la porte de ma chambre. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond, me disant qu'il était tôt. Les gens font la grasse matinée le week-end. Peut-être qu'ils préparaient quelque chose. Peut-être que quand je descendrais, il y aurait des ballons et un gâteau et mon père me sourirait comme il souriait à Brendan et Meredith. Peut-être que cette année serait différente. J'ai enfilé ma robe de chambre et j'ai descendu le couloir en silence, passant devant les portes fermées des chambres vides de mes frères et sœurs, descendant le grand escalier incurvé qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. La cuisine était impeccable, froide. Les comptoirs en marbre brillaient sous l'éclairage encastré, et la table du petit déjeuner était vide. Pas un seul couvert en vue. C'est là que je l'ai vu. Un post-it jaune sur la porte du réfrigérateur. L'écriture bouclée de Meredith s'étalait dessus au marqueur noir. Reste hors de notre vue, le monstre. On est au Monarche pour fêter le contrat de papa. Ne nous fais pas honte. Je l'ai lu 3 fois. J'attendais la chute, que quelqu'un surgisse de derrière le comptoir en criant surprise, mais la maison est restée silencieuse et le mot est resté cruel, et je suis resté là, pieds nus sur le carrelage froid, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine. J'ai vérifié mon téléphone. 0 message de la famille, mais il y avait un texto d'un numéro inconnu envoyé à minuit pile. Joyeux anniversaire, ma chérie, EV, je ne connaissais personne avec ces initiales. Pas encore. J'ai traversé le couloir comme un fantôme hantant ma propre maison. Les murs étaient tapissés de photographies. 47 cadres pour être exact. Je les avais comptés une fois lors d'un de ces longs après-midi où tout le monde était à un événement auquel je n'avais pas été invité. 47 moments de l'histoire de la famille Hartwell préservés derrière une vitre et montés dans des cadres en argent assortis. Je me suis arrêté devant la photo de Noël de 2023. Il y avait mon père dans son pull anthracite, le bras autour des épaules de Victoria. Brendan se tenait à sa gauche, grand et soigné, s'entraînant déjà à son futur sourire de PDG. Meredith posait à droite, sa robe rouge parfaitement assortie aux décorations derrière elle. Je n'étais pas sur la photo. Je me souvenais de ce Noël où papa m'avait envoyé chez grand-mère Holloway 3 jours avant les fêtes. Elle est malade, avait-il dit. Elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Mais quand j'étais arrivé, grand-mère était en parfaite santé, ne comprenant pas du tout pourquoi j'étais là. Je suis passé au cadre suivant, Hawaï, 2022. Toute la famille sur la plage, un coucher de soleil flamboyant derrière eux. Je n'étais pas allé à ce voyage non plus. Pas assez de place dans l'avion, avait expliqué papa, bien que j'ai vu plus tard la confirmation de réservation pour 5 billets de première classe. Le schéma se répétait tout le long du couloir. Dîner de Thanksgiving, fête d'anniversaire, cérémonie de remise de diplôme. Sur 47 photographies, j'apparaissais dans exactement 3. Et dans chacune, j'avais été poussé au bord du cadre, la moitié de mon corps coupé. J'ai tendu la main derrière la bibliothèque au bout du couloir, dans l'espace où j'avais caché des choses quand j'étais enfant. Mes doigts ont trouvé le bord d'une photo que j'avais sauvée de la poubelle des années auparavant. Maman me tenant dans ses bras, bébé. Au dos, une écriture fanée. Catherine et Sierra, 2009. Aimés pour toujours. Ils n'avaient pas seulement oublié mon anniversaire. Ils avaient passé 12 ans à m'effacer de l'histoire de cette famille. J'ai appelé mon père à 10 heures du matin. Le téléphone a sonné 2 fois avant que l'appel ne soit rejeté. Pas envoyé vers la messagerie vocale. Rejeté. Il avait vu mon nom sur l'écran et appuyé sur le bouton rouge. J'ai réessayé. Même résultat.
Mes doigts tremblaient quand j'ai tapé le message. Papa, c'est mon anniversaire. Peut-on au moins dîner ensemble ce soir? Les 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. 2 heures plus tard, sa réponse est arrivée. Occupé. Victoria a prévu quelque chose au club. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine. J'avais entendu cette phrase 47 fois au cours de l'année écoulée. J'avais commencé à compter après la 32e fois, quand j'avais réalisé que ça ne signifierait jamais rien. J'ai appelé Brendan, directement sur sa messagerie vocale. J'ai appelé Meredith. Elle a répondu. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était étouffée, comme si elle tenait le téléphone loin de son visage. C'est mon anniversaire. Je sais. Je t'ai laissé un mot. Tu m'as traité de monstre. Je me fais faire les ongles pour ce soir. Je peux pas parler. La ligne a été coupée. Je me suis assise sur le bord de mon lit, serrant mon oreiller contre ma poitrine, et j'ai regardé par la fenêtre la pelouse manucurée en bas. Les jardiniers étaient venus hier, taillant les haies en forme géométrique parfaite. La piscine scintillait sous le soleil d'hiver, couverte pour la saison. Le garage pour 3 voitures abritait la Mercedes de mon père, le Range Rover de Victoria et la BMW de Brendan. Tous des cadeaux, tous brillants, tous des symboles d'une famille à laquelle je n'avais jamais vraiment appartenu. Cette maison valait 4,2 millions de dollars. 6 chambres, 8 salles de bain, une salle de cinéma, une cave à vin, et je ne m'étais jamais senti aussi seul de toute ma vie. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, EV encore. Je serai là à 19h. N'ouvre la porte à personne d'autre. J'ai sorti la boîte à souvenirs de sous mon lit. C'était une vieille boîte à chaussures, le carton doux et usé par des années de manipulation. À l'intérieur se trouvaient les seules choses qu'il me restait de ma mère. Un bracelet en argent gravé, SSC pour toujours, une rose séchée de ses funérailles, une photo d'elle riant dans un jardin que je ne reconnaissais pas, et une lettre. La lettre était la chose la plus précieuse que je possédais. Maman l'avait écrite 3 semaines avant de mourir, quand le cancer lui avait déjà pris la plupart de ses forces, mais pas son esprit. Son écriture était tremblante mais déterminée. Chaque mot était profondément enfoncé dans le papier, comme si elle essayait de les rendre permanents. Ma chère Sierra, commençait-elle. Si tu lis ceci, je ne suis plus là pour te le dire en personne. Alors, laisse-moi te le dire maintenant, autant de fois que je peux le faire tenir sur cette page. Tu es aimé. Tu as de la valeur. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ma vie. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne mérites pas d'être heureuse. Pas ton père, ni personne. Tu es extraordinaire, ma douce fille. Ne l'oublie jamais. J'avais lu ces mots 1000 fois. Les mauvais jours, je les lisais jusqu'à pouvoir les réciter par cœur, jusqu'à ce qu'ils deviennent un bouclier contre tout ce que ma famille me lançait. Maman est morte quand j'avais 4 ans. Papa s'est remarié avec Victoria 8 mois plus tard. J'avais passé 12 ans à essayer de gagner son amour, à essayer de prouver que j'appartenais à cette nouvelle famille qu'il avait construite sans moi. Mais assise là, sur le sol de ma chambre, tenant la lettre de ma mère, j'ai enfin compris quelque chose. Ce n'était pas que je n'étais pas assez bien. C'était qu'il n'avait jamais voulu de moi ici. Au fond de la boîte, sous le bracelet, j'ai trouvé une photo que je n'avais jamais remarquée auparavant. Maman debout avec une autre femme. Toutes les deux jeunes et souriantes. Au dos, Catherine et Eleanor. Grande ouverture de Hartwell Industries, 1999. Eleanor EV. Je n'étais pas censé entrer dans le bureau de mon père. C'était la règle depuis que j'étais assez grande pour comprendre les règles. Le bureau était le sanctuaire de papa, son domaine privé, la seule pièce de la maison où j'étais explicitement interdite. Mais papa était au Monarch pour fêter un contrat de 12 millions de dollars. Et j'étais seul dans une maison qui n'avait jamais été un foyer. La porte n'était même pas verrouillée. Son bureau était impeccable. Sous-main en cuir, presse-papier en cristal, une photo de Victoria et des enfants qui ne m'incluaient définitivement pas. Mais là, au centre, comme si elle m'attendait, se trouvait une enveloppe Kraft du cabinet d'avocats Morrison & Associates. Je ne reconnaissais pas le cabinet. Notre avocat de famille avait toujours été Harold Finch, un vieil homme gentil qui m'envoyait des cartes d'anniversaire chaque année jusqu'à ce qu'il cesse soudainement de venir en 2014. J'ai ouvert l'enveloppe. Le document à l'intérieur a engourdi mes mains.
Renonciation volontaire aux droits parentaux. Mon nom était déjà inscrit. La ligne de signature pour le parent était vide, mais une date avait été notée au crayon en haut. 15 octobre 2024. Il y a 3 mois, mon père prévoyait de renoncer à ses droits sur moi depuis 3 mois. Il avait engagé un nouvel avocat, rédigé les papiers, fixé une date, et n'avait jamais dit un mot. Je suis passé à la 2e page et j'ai trouvé une note manuscrite attachée au coin. L'écriture de Victoria, petite et précise. Assure-toi qu'elle ne le découvre pas avant le gala. On a besoin de soigner notre image. L'image ? Ils attendaient après la célébration de ce soir pour me jeter dehors parce qu'ils ne voulaient rien qui puisse gâcher leur image publique parfaite. J'ai remis les documents exactement là où je les avais trouvés. Puis je suis sorti du bureau et j'ai refermé la porte derrière moi, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je suis retourné au bureau. Je ne pouvais pas m'en empêcher. L'enveloppe Kraft était sur le bureau comme une blessure qui ne cessait de saigner, et j'avais besoin de comprendre exactement jusqu'où le couteau était allé. Cette fois, j'ai regardé plus attentivement. Derrière les papiers de renonciation, j'ai trouvé une chaîne de mail imprimée. L'entête montrait qu'elle avait été envoyée le 2 octobre 2024 depuis le compte personnel de mon père à quelqu'un de Morrison & Associates. Eleanor Vance a posé des questions sur le testament original. Nous devons finaliser le transfert de tutelle de Sierra avant son 16e anniversaire. La clause d'héritage expire 30 jours après ses 16 ans si aucun tuteur légal ne la réclame. J'ai lu les mots 3 fois, essayant de leur donner un autre sens que celui qu'ils avaient manifestement. Il y avait un testament original. Il y avait une clause d'héritage. Il y avait quelqu'un du nom d'Eleanor qui avait essayé de s'en informer. Et mon père se hâtait pour s'assurer que je n'apprenne jamais ce que j'étais censé hériter. J'ai fait le calcul dans ma tête. Aujourd'hui, nous étions le 16 janvier. Si la clause expirait 30 jours après mon anniversaire, cela signifiait que j'avais jusqu'au 15 février pour comprendre ce qui se passait. 1 mois, 30 jours pour découvrir ce que mon père cachait depuis 12 ans. L'email ne mentionnait Harold Finch nulle part. Papa avait engagé de nouveaux avocats spécifiquement pour gérer cela. Des avocats qui ne connaissaient pas notre histoire familiale, qui ne poseraient pas de questions embarrassantes. Mais quelqu'un du nom d'Eleanor Vance avait posé des questions. La même Eleanor de la photo avec ma mère. La même V qui m'avait envoyé un texto à minuit. La même personne qui venait à ma porte à 19h ce soir. J'ai regardé l'horloge sur le bureau de mon père. 16h32. 2h30 avant de découvrir ce qui m'avait manqué toute ma vie. Je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain à 18h45. La fille qui me regardait avait les yeux rougis, les cheveux emmêlés et le genre d'épuisement qui vient après avoir pleuré pendant des heures. Elle avait l'air vaincue. Elle ressemblait exactement à quelqu'un à qui on avait dit toute sa vie qu'elle n'avait pas d'importance. J'ai pensé à mes options. Je pouvais ne rien faire. Je pouvais laisser mon père finaliser les papiers, les laisser me placer où que les enfants non désirés aillent. Laisser l'héritage, quel qu'il soit, s'envoler sans jamais savoir ce que j'avais perdu. Je pouvais passer le reste de ma vie à être invisible, à être le secret honteux de la famille, à être le monstre qu'il m'avait toujours appelé. Ou je pouvais ouvrir la porte à 19h. Je pouvais rencontrer cette Eleanor Vance, qui qu'elle soit. Je pouvais découvrir ce dont ma mère avait fait partie, ce que le testament de mon grand-père disait vraiment, ce que mon père était si désespéré de cacher. Je pouvais me battre pour quelque chose, même si je ne savais pas exactement pourquoi je me battais encore. La lettre de ma mère était toujours dans ma poche. Je l'ai sortie et j'ai relu la dernière ligne. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne mérites pas d'être heureuse. J'ai regardé la photo de maman et Eleanor de 1999. Tu ne m'as pas élevé pour être un fantôme, ai-je murmuré à son image. Tu ne m'as pas élevé pour disparaître. Je me suis lavé le visage. Je me suis brossé les cheveux. J'ai mis la plus belle robe que je possédais, une simple robe bleu marine que j'avais achetée avec mon propre argent de babysitting parce que personne dans cette famille ne m'avait jamais emmené faire du shopping. À 18h58, j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Pas la Mercedes de mon père, pas le Range Rover de Victoria, une berline noire avec des plaques du Massachusetts. La sonnette a retenti à 19h précise. La femme sur mon seuil n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle avait 58 ans, peut-être, avec des cheveux argentés tirés en un chignon élégant et des yeux bleus perçants qui me rappelaient les matins d'hiver.
Elle portait un manteau en cachemire couleur charbon et se tenait comme quelqu'un qui avait passé des décennies à entrer dans des pièces et à capter l'attention. Mais quand elle m'a vu, son sang-froid s'est fissuré, juste pour un instant, juste assez pour que je voie quelque chose de brut et de douloureux traverser son visage. Sierra Holloway. Sa voix était stable, mais j'ai perçu le léger tremblement en dessous. Qui êtes-vous? Je m'appelle Eleanor Vance. Elle a fait une pause, étudiant mon visage comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. J'étais la meilleure amie de ta mère, et depuis 16 heures cet après-midi, je suis ta tutrice légale. Elle a tendu une enveloppe brune épaisse de documents. Je l'ai prise avec des doigts engourdis et j'ai sorti la première page. Renonciation volontaire aux droits parentaux. Mais cette version n'était pas vierge. La signature de mon père s'étalait en bas, notariée et datée du 15 octobre 2024. Il a signé, me suis-je entendu dire. Il a vraiment signé il y a 3 mois. La mâchoire d'Eleanor s'est crispée. Il a signé pour renoncer à toi sans te le dire, sans te donner le choix, sans même avoir la décence de te dire au revoir. Et il l'a fait parce qu'il avait peur de toi. Peur de moi. J'ai failli rire. J'ai 16 ans. Je ne suis personne. Tu n'es pas personne, Sierra. Eleanor s'est approchée et j'ai vu des larmes monter au coin de ses yeux. Tu es l'unique héritière de 51% de Hartwell Industries. Ton grand-père s'en est assuré avant de mourir. Et ton père a passé les 12 dernières années à s'assurer que tu ne le découvres jamais. L'enveloppe est soudain devenue très lourde dans mes mains. Je pense, a dit doucement Eleanor, que nous devons parler. Nous nous sommes assises dans le salon, une pièce que je n'avais jamais été autorisée à utiliser quand la famille était à la maison. Eleanor a posé une deuxième enveloppe sur la table basse entre nous. Celle-ci était plus ancienne. Le papier jauni sur les bords. Le sceau craquelé, mais portant toujours l'empreinte d'un cachet de cabinet d'avocat. Ton grand-père était Thomas Hartwell, a-t-elle commencé. Il a fondé Hartwell Industries en 1999, mais il ne l'a pas fait seul. J'étais son associé. Nous avons bâti cette entreprise ensemble, de rien, pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, un fabricant de composants médicaux d'une valeur de 180 millions de dollars. Je connaissais l'entreprise, bien sûr. Tout le monde à Boston connaissait Hartwell Industries. Je ne savais tout simplement pas que le lien de ma famille avec elle allait plus loin que le titre de PDG de mon père. Quand Thomas a rédigé son testament en décembre 1999, il a inclus une clause très spécifique. Eleanor a sorti un document de l'enveloppe, du papier épais de format légal couvert de paragraphes denses. Section 7.3. Il stipule que 51% des actions de la société seront transférées à sa seule petite-fille légitime à son 16e anniversaire, à condition que son tuteur légal à ce moment-là confirme le transfert par écrit. Sa seule petite-fille légitime. Je l'ai regardé fixement. C'est moi. C'est toi. Thomas savait quel genre d'homme ton père devenait. Il voulait s'assurer que tu serais protégé, que tu aurais un pouvoir que Richard ne pourrait pas t'enlever. La voix d'Eleanor s'est durcie. Mais Thomas est mort en 2013, la même année que ta mère. Richard a enterré le testament. Il a renvoyé Harold Finch, l'avocat de la famille qui en avait été témoin. Il m'a retiré du conseil d'administration, et il a passé les 12 années suivantes à prétendre que ce document n'existait pas, mais vous l'avez trouvé. Harold a gardé l'original. Un petit sourire féroce a traversé son visage. Et j'ai passé 5 ans à monter un dossier pour te le rendre. Eleanor a vérifié sa montre. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Du temps pourquoi? Ce soir, ton père organise le gala du 25e anniversaire de Hartwell Industries à l'hôtel Monarch. 300 invités, investisseurs, partenaires, journalistes du Boston Business Journal. Il prévoit d'annoncer un contrat de 12 millions de dollars avec Meridian Medical à 21h. Elle s'est penchée en avant, et à 21h15, nous allons entrer et montrer à tout le monde qui est le véritable propriétaire de cette entreprise. Mon estomac s'est noué. Vous voulez que je débarque à la fête de mon père? Je veux que tu réclames ce qui t'appartient de droit. Il y a une différence. Les yeux d'Eleanor étaient stables, inébranlables. Sierra, si tu n'agis pas dans les 30 jours suivant ton 16e anniversaire, la clause d'héritage expire. Ton père le sait. C'est pour ça qu'il a été si prudent pour te maintenir isolé, pour te faire sentir sans valeur, pour te convaincre que tu ne mérites rien. Il a laissé le temps s'écouler. J'ai pensé aux mots sur le réfrigérateur. Reste hors de notre vue, le monstre.
Et si ça ne marche pas? Ai-je demandé. Et si on y va et qu'il nie tout? Il ne peut pas nier un testament notarié qui est déposé au tribunal des successions du comté de Suffolk. Il ne peut pas nier la signature d'un témoin qui est toujours en vie et prêt à témoigner. Et il ne peut pas nier les papiers de tutelle qui me donnent l'autorité légale de confirmer ton héritage. Eleanor s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant l'obscurité de l'hiver. Ton père a bâti son empire en faisant taire les gens qui pouvaient le démasquer. Ce soir, nous lui enlevons son silence. Elle s'est retournée vers moi et a tendu une housse à vêtements que je n'avais pas remarqué qu'elle portait. Ta mère a choisi ça il y a des années. Elle a toujours espéré que tu la porterais une nuit qui compterait. J'ai ouvert la fermeture éclair de la housse. À l'intérieur se trouvait une robe de soirée bleu marine, élégante et simple, de la même couleur que les yeux de ma mère sur chaque photo. Je me suis changé dans ma chambre, le tissu glissant sur ma peau comme de l'eau. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas vu la fille qui avait pleuré seule dans la cuisine ce matin-là. J'ai vu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait l'air d'appartenir à une salle de bal pleine de gens puissants. Quelqu'un qui avait l'air d'avoir tout à fait le droit d'être là. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé le contact de mon père. 0 message, 0 appel manqué. Il n'avait pas pensé à moi une seule fois de toute la journée. J'ai quand même appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Sa voix enregistrée, douce et professionnelle. Vous êtes bien chez Richard Hartwell. Laissez un message. Papa, ai-je dit doucement. C'est Sierra. Je voulais juste te dire merci. Merci de m'avoir montré exactement qui tu es. J'ai passé 16 ans à essayer de gagner ton amour, à essayer d'être assez bien, à essayer de prouver que je méritais de faire partie de cette famille. Mais je comprends maintenant. Je n'ai jamais été le problème. C'était toi. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. À ce soir. J'ai mis fin à l'appel et j'ai glissé le téléphone dans ma pochette. Eleanor attendait dans le couloir, ses clés de voiture à la main. Prête? Presque. Je suis retourné une dernière fois dans ma chambre et j'ai récupéré la photo de ma mère et d'Eleanor de 1999. Je l'ai glissée dans mon sac à main à côté de la lettre de ma mère. En allant à la voiture, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais je l'ai reconnu maintenant. Mademoiselle Holloway. La voix était plus âgée, rauque, mais chaleureuse. C'est Harold Finch. J'attends cet appel depuis 12 ans. Le testament original est en ma possession, notarié et vérifié. Je vous retrouverai au gala. Monsieur Finch, ai-je dit, il y a autre chose que vous devriez savoir. Ma mère n'était pas seulement la femme de Richard. Elle était une actionnaire fondatrice et ses actions m'ont été transférées le jour de sa mort. Le silence à l'autre bout du fil a duré 3 bonnes secondes. Alors nous avons encore plus de choses à discuter, a-t-il finalement dit. Je vous verrai à 21h. Le trajet jusqu'au Monarch a duré 23 minutes. Eleanor gardait les yeux sur la route, mais sa voix remplissait le silence entre nous, peignant le portrait d'une femme que je n'avais connue qu'à travers des photos et des lettres fanées. Ta mère a été la première comptable que Hartwell Industries ait jamais embauchée. En 1999, juste après l'université. Thomas l'adorait. Il disait qu'elle avait l'esprit le plus vif qu'il ait jamais vu et le cœur le plus gentil qui soit. Quand Richard a commencé à travailler dans l'entreprise, c'est Catherine qui l'a formé. Elle a formé mon père. Oui. Et quelque part en chemin, il l'a convaincu de l'épouser. La prise d'Eleanor s'est resserrée sur le volant. J'ai essayé de la prévenir. J'ai vu qui était vraiment Richard. Ambitieux, calculateur, prêt à tout pour réussir. Mais Catherine croyait aux secondes chances. Elle croyait que les gens pouvaient changer. Les lumières de la ville défilaient floues par la fenêtre. Que s'est-il passé? En 2012, Catherine a découvert que Richard détournait des fonds de l'entreprise. 2,3 millions de dollars acheminés vers des comptes offshore. Elle allait le dénoncer au conseil d'administration. La voix d'Eleanor a baissé. Et puis on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4. Elle est morte avant de pouvoir le démasquer. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Il s'en est tiré pendant 12 ans. Eleanor m'a jeté un regard. Mais avant de mourir, Catherine m'a donné quelque chose. Une clé USB avec toutes les preuves, les relevés bancaires, les documents de transfert, tout.
Je ne l'ai pas trouvée pendant des années. Je pensais qu'elle était perdue. Où était-elle? Cachée dans une boîte à bijoux dans le placard de ta mère. Un triste sourire a traversé son visage. Le placard que ton père a vidé et donné à une œuvre de charité 6 mois après sa mort. Je n'ai récupéré la clé USB que l'année dernière, en retrouvant la femme qui avait acheté la boîte lors d'une vente de succession. La façade scintillante du monarque est apparue à l'horizon. Ce soir, il ne s'agit pas du détournement de fonds, a dit Eleanor. C'est un combat pour un autre jour. Ce soir, il s'agit de ton héritage, une bataille à la fois. Harold Finch nous attendait dans le hall de l'hôtel. Il avait 67 ans, les cheveux argentés et une mallette en cuir usé qui semblait avoir survécu à des décennies de batailles juridiques. Quand il m'a vu, ses yeux se sont adoucis avec quelque chose qui aurait pu être du chagrin. Vous lui ressemblez tellement, a-t-il dit doucement. Catherine, vous avez ses yeux. Monsieur Finch. Je lui ai serré la main, surprise par la force de sa poigne. Merci d'être venu. J'attends ce moment depuis 12 ans, mademoiselle Holloway. 12 ans à regarder votre père détruire tout ce que Thomas a construit, sachant que j'avais les preuves pour l'arrêter, mais aucune base légale pour les utiliser. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un document, épais, officiel, portant le sceau du tribunal des successions du comté de Suffolk. Voici le dernier testament original de Thomas Hartwell daté du 15 décembre 1999. J'ai été témoin de sa signature. Je l'ai déposé au tribunal et j'ai gardé une copie quand votre père a essayé de le faire détruire. J'ai pris le document avec précaution, comme s'il pouvait s'effriter dans mes mains. Le papier était jauni mais intact, les signatures claires et lisibles. La section 7.3 était surlignée au marqueur jaune fané. 51% des actions de Hartwell Industries seront transférées à la seule petite-fille légitime de Thomas Hartwell à son 16e anniversaire, à condition que son tuteur légal à ce moment-là confirme le transfert par écrit. Richard m'a renvoyé en 2014, a poursuivi Finch. Il a dit à tout le monde que j'avais pris ma retraite, mais la vérité est que j'ai refusé de détruire ce document. J'ai refusé de l'aider à voler sa propre fille. Il a redressé sa cravate. Ce soir, je témoigne et ce soir, la vérité éclate enfin. À travers les fenêtres du hall, je pouvais voir les portes de la grande salle de bal. La lumière et la musique s'en échappaient chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait. Mon père était là-dedans, quelque part, célébrant son empire. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de s'effondrer. Je me tenais au bord de l'entrée de la grande salle de bal, regardant à travers les portes vitrées un monde auquel je n'avais jamais été invité. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant une lumière prismatique sur 300 invités en tenue de soirée. Des serveurs en veste blanche circulaient avec des flûtes de champagne et des plateaux d'argent de hors-d'œuvre. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique dans un coin, leur musique à peine audible par-dessus le bourdonnement des conversations et des rires. Une immense bannière s'étendait sur le mur du fond. Hartwell Industries, 25 ans d'excellence. Et là, au centre de tout cela, se trouvait mon père. Richard Hartwell se tenait près de la scène principale, serrant la main d'un homme en costume chair. Le représentant de Méridian Médical, ai-je supposé. Victoria était à ses côtés, radieuse dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Brendan parcourait la salle comme s'il était né pour ça, tout en sourire confiant et en poignée de main ferme. Meredith posait pour des photos avec des investisseurs, ses ongles fraîchement manucurés scintillant sous les lumières. Ils avaient l'air parfaits. Ils avaient l'air heureux. Ils ressemblaient à une famille. Une famille qui m'avait délibérément laissé derrière. C'est sa scène, a dit doucement Eleanor, debout à côté de moi. Il a passé 6 mois à planifier cette nuit. Chaque détail, chaque invité, chaque moment, tout conçu pour cimenter son héritage en tant que visage de Hartwell Industries. Et nous sommes sur le point de le lui enlever. Non. La main d'Eleanor a trouvé mon épaule. Nous sommes sur le point de le rendre à la personne à qui il a toujours appartenu. Il y a une différence. J'ai regardé mon père rire à quelque chose que le représentant de Méridian avait dit. Il avait l'air si confiant, si certain que ses secrets étaient en sécurité. L'horloge au mur indiquait 20h55. Il est temps, a dit Finch en ajustant sa mallette. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai poussé les portes de la salle de bal. La salle de bal est devenue silencieuse par vagues. Cela a commencé près de l'entrée, où les premiers invités m'ont remarqué.
Une adolescente en robe bleu marine flanquée d'une femme plus âgée et élégante et d'un homme avec une mallette d'avocat. Les conversations ont bégayé et se sont arrêtées. Les têtes se sont tournées. Les murmures se sont répandus comme des ondulations sur l'eau, se déplaçant à travers la foule jusqu'à atteindre la scène. Meredith m'a vu la première. Sa coupe de champagne s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux se sont agrandis, puis se sont rétrécis, puis sont devenus furieux. Elle a posé son verre et a traversé la foule vers moi, ses talons claquant contre le sol en marbre. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Elle a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Papa a dit que tu devais rester à la maison. » Je n'ai pas bronché. Papa dit beaucoup de choses. La plupart sont des mensonges. Tu dois partir maintenant. Sa voix est tombée à un sifflement. Avant que tu ne mettes tout le monde dans l'embarras. Je ne suis pas ici pour mettre qui que ce soit dans l'embarras, Meredith. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Je suis ici pour dire la vérité. La vérité ? Elle a ri, mais il y avait de la panique en dessous. Quelle vérité ? Tu n'es personne. Tu n'es rien. Je suis juste l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Je l'ai dit doucement, mais les mots ont porté. Les invités à proximité ont cessé de faire semblant de ne pas écouter. Ou je le serai dans environ 15 minutes. Le visage de Meredith est devenu pâle. Derrière elle, j'ai vu Brendan se frayer un chemin à travers la foule, son expression passant de la confusion à l'alarme. Il nous a rejoints juste au moment où Meredith commençait à balbutier une réponse. Sécurité. La voix de Brendan a traversé le murmure de la foule. Nous avons une intruse. 2 hommes en costume sombre ont commencé à se diriger vers nous depuis le périmètre de la pièce, mais Eleanor s'est avancée, et quelque chose dans sa prestance les a fait hésiter. Je ne ferais pas ça si j'étais vous, a-t-elle dit calmement. Pas à moins que vous ne vouliez être nommé dans le procès. Brendan a attrapé mon poignet assez fort pour laisser des bleus. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, a-t-il sifflé, essayant de me traîner vers la sortie. Mais ça se termine maintenant. Tu mets toute la famille dans l'embarras. Lâche-moi. Tu n'es rien d'autre qu'un cas de charité. Sa voix s'est élevée assez fort pour que les invités environnants l'entendent. Papa t'a gardé pour des raisons fiscales. Tu penses que quelqu'un ici se soucie de toi? Tu penses que tu comptes? Je suis resté sur mes positions. Brendan, sais-tu pourquoi papa a renoncé à ses droits parentaux il y a 3 mois? Il a vacillé juste une seconde, mais je l'ai vu. De quoi tu parles? Il ne te l'a pas dit. J'ai incliné la tête. Il a signé des papiers renonçant à ma garde en octobre. Officiel, notarié. Il prévoyait de se débarrasser de moi depuis des mois. Ça ne te regarde pas. C'est une affaire de famille. Je ne fais plus partie de la famille. Tu te souviens, il s'en est assuré. J'ai libéré mon poignet. Mais voilà le truc, Brendan. Il ne l'a pas fait parce que je suis un monstre. Il l'a fait parce qu'il avait peur que je découvre le testament de grand-père. La couleur a quitté le visage de Brendan. Autour de nous, les invités avaient cessé de prétendre avoir leur propre conversation. Des téléphones portables sont apparus dans les mains. Quelqu'un enregistrait certainement. Il n'y a pas de testament, a dit Brendan, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Il y en a un, daté de décembre 1999, déposé au tribunal des successions du comté de Suffolk, et il dit que 51% de cette entreprise m'appartient. Brendan a ouvert la bouche pour répondre mais rien n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, mon frère n'avait pas de mots. Et à travers la salle de bal, j'ai vu mon père remarquer enfin l'agitation. Son sourire a disparu, sa coupe de champagne s'est abaissée. Nos yeux se sont croisés. Il savait. Mon père a traversé la salle de bal en 12 secondes. J'ai compté. Ça m'a donné quelque chose sur quoi me concentrer, à part les battements de mon cœur. Il s'est déplacé à travers la foule comme un requin dans l'eau. Les invités s'écartaient automatiquement, les conversations s'éteignaient sur son passage. Au moment où il nous a rejoints, son expression s'était figée en quelque chose de soigneusement neutre. Mais je pouvais voir la fureur qui brûlait en dessous. Sierra, sa voix était contrôlée, agréable. La voix qu'il utilisait pour les investisseurs et les journalistes. Quelle surprise. Je ne savais pas que tu venais ce soir. Joyeux anniversaire à moi, papa. Où tu as oublié?
Un muscle a tressailli dans sa mâchoire. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour les discussions familiales. Nous en parlerons à la maison. À la maison? J'ai laissé le mot flotter dans l'air. Tu veux dire la maison dont tu as signé mon départ il y a 3 mois. Les invités les plus proches de nous sont devenus très silencieux. Je ne sais pas ce qu'Eleanor t'a raconté, a dit mon père, lançant un regard venimeux à la femme à côté de moi. Mais elle essaie de détruire cette entreprise depuis des années. Elle te manipule. Eleanor s'est avancée, sa voix portant à travers le cercle grandissant de spectateurs. Richard, je n'ai pas besoin de détruire quoi que ce soit. Tu as fait ça tout seul. Chaque fois que tu as menti, chaque fois que tu as caché des documents, chaque fois que tu as traité ta propre fille comme si elle n'existait pas, c'est de la diffamation. Je vais te faire arrêter. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité? Le sourire d'Eleanor était aussi tranchant que du verre. Pour avoir apporté le testament original que tu as essayé d'enterrer? Le regard de mon père s'est posé sur Harold Finch, qui se tenait tranquillement au bord de notre groupe, mallette à la main. La couleur a quitté le visage de Richard Hartwell. Harold. Le mot est sorti étranglé. Tu es censé être mort. Finch a haussé un sourcil. Désolé de te décevoir, Richard. Je suis bien vivant et j'ai 12 ans de témoignages à livrer. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si rien de ce que vous faisiez n'était jamais assez bien, commentez, oui, ci-dessous. Je veux savoir que je ne suis pas seul. Et si vous voulez voir ce qui s'est passé quand mon père a finalement vu le testament qu'il cachait depuis 12 ans, abonnez-vous et continuez à regarder. Ce qui suit a tout changé. Victoria est apparue aux côtés de mon père comme une ombre en robe rouge. C'est absurde. Sa voix a traversé la foule murmurante, tranchante et dédaigneuse. Richard, pourquoi prêtons-nous attention à ça? Elle est clairement en train de faire une sorte de crise. Je ne fais pas de crise, Madame Hartwell. Bien sûr que si, ma chère. Le sourire de Victoria était plein de pitié. Le genre que les adultes donnent aux enfants qui font des caprices. Tu as toujours été fragile. Instable. Ce n'est pas ta faute. La maladie mentale est héréditaire, et ta mère n'a jamais été tout à fait normale non plus. Les mots m'ont frappé comme une gifle. N'ose pas parler de ma mère. Catherine n'était personne. La voix de Victoria s'est élevée, jouant pour la foule maintenant. Une croqueuse de diamants qui a piégé Richard en tombant enceinte. Elle n'a jamais été censée faire partie de cette famille, et toi non plus. J'ai senti Eleanor se raidir à côté de moi, mais j'ai levé la main. Laisse-la parler. Laisse tout le monde entendre exactement qui est Victoria Hartwell. Ma mère, ai-je dit doucement, était la comptable fondatrice de Hartwell Industries. Elle a aidé à bâtir cette entreprise de A à Z. Et en 2012, elle a découvert que son mari avait détourné 2,3 millions de dollars de l'entreprise. La salle de bal est devenue silencieuse. Elle est morte avant de pouvoir le dénoncer, ai-je continué. Mais elle a gardé des archives, des relevés bancaires, des documents de transfert, tout. Le visage de Victoria est devenu blanc. De l'autre côté de la salle, le représentant de Méridian Médical s'est levé de sa table. Monsieur Hartwell, a-t-il appelé, sa voix traversant le silence. De quoi parle-t-elle? Mon père n'a pas répondu. Il ne pouvait pas, car pour la première fois en 12 ans, quelqu'un avait enfin dit la vérité à voix haute et 300 témoins avaient entendu chaque mot. J'ai vu une femme près de la scène sortir son téléphone et commencer à taper. Badge de presse sur son cordon. Boston Business Journal. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était une nouvelle. Brendan a craqué. Peut-être que c'était le champagne. Il avait bu régulièrement toute la nuit. Peut-être que c'était la peur, qui finissait par percer sa façade arrogante. Ou peut-être que c'était simplement qu'il n'avait jamais appris à se contrôler quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Il a attrapé le micro du coordinateur de l'événement et est monté sur scène en trombe. Mesdames et messieurs, sa voix a retenti dans les haut-parleurs, faisant taire le chaos. Je m'excuse pour cette perturbation. Je dois aborder ce que vous venez de voir. Mon père s'est avancé vers lui. Brendan, ne fais pas ça. Mais Brendan parlait déjà. Cette fille, a-t-il pointé vers moi, ses mains tremblant de rage, est ma demi-sœur. Une erreur du premier mariage de mon père. Elle n'a aucun droit sur quoi que ce soit dans cette entreprise.
Elle ne fait même plus partie de notre famille. La foule a murmuré. Mon père a renoncé à ses droits parentaux il y a des mois, a continué Brendan, pensant apparemment que cela aidait sa cause. Légalement, officiellement, elle n'est rien pour nous. Elle n'a aucune légitimité ici. Elle est juste une enfant amère et jalouse qui essaie de gâcher notre célébration. La main d'Eleanor a trouvé mon épaule. Je l'ai sentie serrer doucement. Merci, Brendan, a-t-elle dit, sa voix portant à travers la salle de bal sans micro. Vous venez de confirmer tout ce dont nous avions besoin. Le visage de Brendan s'est affaissé. Quoi? Vous venez de reconnaître publiquement que Richard a renoncé à ses droits parentaux, ce qui signifie que le transfert de tutelle à mon profit est valide. Ce qui signifie que j'ai l'autorité légale de confirmer l'héritage de Sierra. Eleanor s'est tournée vers la foule. Selon les termes du testament original de Thomas Hartwell. Harold Finch s'est avancé, la mallette ouverte. Près de la scène, j'ai vu la journaliste du Boston Business Journal griffonner furieusement. 2 autres journalistes l'avaient rejointe, les appareils photo levés. Ce n'était plus un drame familial. C'était un scandale d'entreprise qui se déroulait en temps réel. Et Brendan venait de nous livrer les preuves sur un plateau d'argent. Harold Finch s'est dirigé vers la scène avec la confiance tranquille d'un homme qui avait attendu plus d'une décennie pour ce moment. La foule s'est écartée pour lui. Les gardes de sécurité ont regardé mon père pour obtenir des instructions, mais Richard Hartwell se tenait figé, le visage de la couleur de la vieille cendre. Finch a pris le micro de la main molle de Brendan. Mesdames et messieurs, sa voix était calme, mesurée, la voix d'un homme qui avait passé 40 ans dans les salles d'audience. Je m'appelle Harold Finch. J'ai été l'avocat de la famille de Thomas Hartwell, le fondateur de cette entreprise, de 1999 à 2014, date à laquelle j'ai été renvoyé par Richard Hartwell. Il a ouvert sa mallette et a retiré le document que j'avais vu plus tôt. Voici le dernier testament original de Thomas Hartwell daté du 15 décembre 1999. Il a été notarié, attesté et déposé au tribunal des successions du comté de Suffolk. Il l'a brandi pour que la foule puisse voir les sceaux officiels. J'ai des rapports de vérification de 3 experts en écriture indépendants confirmant son authenticité. Il a commencé à lire la section 7.3. 51% des actions de Hartwell Industries seront transférées à la seule petite-fille légitime de Thomas Hartwell à son 16e anniversaire, à condition que son tuteur légal à ce moment-là confirme le transfert par écrit. Finch a baissé le document et a regardé directement mon père. Sierra Holloway a eu 16 ans aujourd'hui. Eleanor Vance est devenue sa tutrice légale aujourd'hui. Grâce à la renonciation aux droits parentaux que Richard a lui-même signé, les conditions du testament ont été remplies. Le représentant de Meridian Medical s'est de nouveau levé de son siège. Cela change la structure de propriété de toute l'entreprise. Nous devons suspendre la signature du contrat jusqu'à ce que cela soit résolu. Mon père a enfin retrouvé sa voix. C'est une affaire de famille. Ça n'a rien à voir avec les affaires. Avec tout le respect que je vous dois, M. Hartwell, a répondu froidement le représentant, si la propriété de votre entreprise est contestée, cela a tout à voir avec les affaires. Mon père a attrapé ce micro. Ce document est un faux. Sa voix avait perdu son contrôle lisse. Le désespoir a percé le vernis professionnel. Mon père n'a jamais écrit ça. Eleanor Vance essaie de voler cette entreprise depuis des années. Ce n'est que son dernier stratagème. Harold Finch n'a pas bronché. Le testament a été vérifié par 3 analystes en écriture indépendants, a-t-il dit calmement. Leurs rapports sont déposés au tribunal des successions. J'ai des copies ici si quelqu'un souhaite les examiner. Il a sorti un dossier de sa mallette, 3 documents distincts, chacun portant des en-têtes officielles et des certifications professionnelles. De plus, a poursuivi Finch, le testament original a été déposé auprès du comté de Suffolk en janvier 2000, immédiatement après que Thomas l'ait signé. Le reçu de dépôt fait partie des archives publiques. N'importe qui peut le vérifier. Le visage de mon père s'est contracté. Eleanor a manipulé mon père quand il était vieux et confus. Thomas a signé ce testament quand il avait 52 ans, a interrompu Eleanor, sa voix tranchant à travers sa protestation. Le même âge que vous avez maintenant, Richard. Il était vif, en bonne santé et complètement lucide. Il savait exactement quel genre d'homme vous deveniez. C'est pourquoi il a écrit cette clause pour protéger sa petite-fille de vous. C'est de la diffamation. C'est un fait documenté.
Eleanor s'est approchée de la scène. Et si vous voulez discuter de diffamation, peut-être devrions-nous parler des 12 ans que vous avez passés à dire à tout le monde que Harold avait pris sa retraite alors qu'en réalité vous l'avez renvoyé pour avoir refusé de détruire ce testament. La foule ne murmurait plus. Elle regardait en silence stupéfait. 300 témoins d'un empire familial s'effondrant en temps réel. Le représentant de Méridian Médical était déjà au téléphone, parlant à voix basse et pressée. J'ai vu au moins 6 personnes enregistrer des vidéos. Mon père avait bâti sa réputation sur le contrôle. Sur la gestion minutieuse de son image publique, et en l'espace de 15 minutes, cette image s'était complètement brisée. Eleanor a sorti un dernier document de son manteau. J'ai une dernière preuve pour le dossier, a-t-elle dit, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse. C'est un email imprimé envoyé depuis le compte personnel de Richard Hartwell à Morrison & Associates le 2 octobre 2024. Elle l'a brandi et je l'ai reconnu immédiatement, le même email que j'avais trouvé dans le bureau de mon père cet après-midi-là. Je vais lire la partie pertinente, a poursuivi Eleanor. Eleanor Vance a posé des questions sur le testament original. Nous devons finaliser le transfert de tutelle de Sierra avant son 16e anniversaire. La clause d'héritage expire 30 jours après ses 16 ans si aucun tuteur légal ne la réclame. Elle a baissé le papier et a regardé mon père. Vous n'avez pas seulement caché le testament, Richard. Vous avez activement conspiré pour vous assurer que votre fille n'apprenne jamais l'existence de son héritage. Vous avez renoncé à vos droits parentaux non pas parce que vous ne la vouliez pas, bien que ce soit certainement vrai, mais parce que vous aviez besoin qu'elle soit hors de la famille avant ses 16 ans, avant qu'elle ne puisse légalement réclamer ce qui lui appartenait. La journaliste du Boston Business Journal a levé la main. Monsieur Hartwell, avez-vous un commentaire sur cet email? La bouche de mon père s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Aucun mot n'est sorti. Victoria s'est agrippée à son bras, son sang-froid parfait se fissurant enfin. Richard, dit quelque chose. Nie-le. Mais il n'y avait rien à nier. L'email était réel. Le testament était réel. Les papiers de tutelle étaient réels. Chaque mensonge qu'il avait raconté pendant 12 ans se dénouait devant 300 témoins et plusieurs journalistes. Certains invités se dirigeaient déjà vers les sorties, ne voulant pas être associés au scandale. D'autres restaient figés sur place, incapables de détourner le regard du spectacle. Le représentant de Méridian Médical a terminé son appel et s'est dirigé vers la scène. Monsieur Hartwell, a-t-il dit platement, nous vous contacterons. Notre équipe juridique examinera la situation avant toute discussion ultérieure. Le contrat de 12 millions de dollars était mort. Je me suis dirigé vers la scène. Mes jambes semblaient instables, mais j'ai continué à avancer. Passer les gardes de sécurité figés, passer mes frères et sœurs sous le choc, passer mon père, qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 20 dernières minutes. Harold Finch m'a offert le micro, et je l'ai pris avec des mains qui tremblaient à peine. 300 visages me fixaient. Investisseurs, partenaires, journalistes, des gens qui n'avaient jamais su que j'existais jusqu'à ce soir. Je m'appelle Sierra Holloway, ai-je dit, et ma voix est sortie plus forte que je ne l'attendais. Je suis la petite-fille de Thomas Hartwell et la fille de Catherine Holloway, 2 personnes qui ont aidé à bâtir cette entreprise à partir de rien. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Pendant 12 ans, on m'a dit que j'étais un fardeau, un monstre, quelqu'un qui n'avait pas sa place. J'ai été effacé des photos de famille. J'ai été exclu des fêtes et des célébrations. Et finalement, il y a 3 mois, on a signé mon abandon comme une propriété non désirée, à mon insu, sans mon consentement, sans même la courtoisie d'un au revoir. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. Mais je ne suis pas ici ce soir pour me venger. J'ai regardé la foule, les téléphones qui enregistraient, les journalistes qui griffonnaient, les visages stupéfaits des gens qui avaient passé des années à croire aux mensonges soigneusement construits de mon père. Je suis ici pour la vérité. Et la vérité est la suivante. Hartwell Industries n'a jamais été seulement l'entreprise de mon père. C'était l'héritage de mon grand-père. C'était le travail de ma mère. Et maintenant, c'est à moi de le protéger. J'ai rendu le micro à Finch. Je ne veux pas détruire cette entreprise, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Je veux la reconstruire avec intégrité, avec transparence, avec respect pour tous ceux qui ont contribué à la créer. Pendant un long moment, la salle de bal est restée silencieuse. Puis quelqu'un près du fond a commencé à applaudir. D'autres se sont joints. Pas tout le monde, mais assez.
Assez pour compter. Mon père se tenait comme une statue de glace. Les applaudissements s'étaient tus, remplacés par le bruit des invités qui rassemblaient leurs affaires, le murmure de conversation qui alimenterait les ragots de Boston pendant des semaines. Mais Richard Hartwell ne semblait rien entendre de tout cela. Il me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas du mépris, mais quelque chose de plus proche de l'incrédulité. Comme s'il ne pouvait pas comprendre que la fille qu'il avait passé 12 ans à effacer venait de démanteler son empire en 15 minutes. Victoria pleurait, pas des larmes élégantes et dignes, mais les sanglots laids et haletants de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. Son mascara coulait en rivière sombre sur ses joues, ruinant le maquillage parfait qu'elle avait passé des heures à appliquer. Ça ne peut pas arriver. Elle a attrapé le bras de mon père, le secouant. Richard, fais quelque chose. Répare ça. Il n'a pas répondu. Brendan se tenait au bord de la Seine, sa bravade d'antan complètement disparue. Il avait l'air jeune soudainement, éperdu, comme un enfant qui vient de réaliser que les adultes n'allaient pas le sauver. Papa. Sa voix s'est brisée. Est-ce que c'est vrai? As-tu vraiment caché le testament? Le silence s'est étiré pendant 5 secondes. 10 Mon père n'a toujours pas répondu, mais son silence était une réponse suffisante. Meredith n'avait pas bougé de là où elle se tenait quand je suis entré pour la première fois dans la salle de bal. Elle me regardait maintenant avec une expression que je ne pouvais pas lire. Pas de la haine, pas de la colère, mais quelque chose de plus compliqué. Quelque chose qui aurait pu être les premiers frémissements de compréhension. Autour de nous, le gala continuait de se vider. Les invités qui étaient arrivés en attendant champagne et célébration repartaient avec scandale et spéculation. Le 25e anniversaire de Hartwell Industries resterait dans les mémoires, mais pas pour les raisons que mon père avait prévues. J'ai regardé le représentant de Meridian Medical disparaître par les portes principales sans se retourner. Le contrat de 12 millions de dollars était parti, et avec lui tout ce que mon père avait travaillé à construire. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence privée au 2e étage de l'hôtel. Le chaos de la salle de bal semblait lointain ici, étouffé, contenu, comme une tempête vue à travers une vitre épaisse. Eleanor était assise en face de moi, son sang-froid montrant enfin des signes d'épuisement. Harold Finch étalait des documents sur la table polie, ses mouvements méthodiques et précis. Le testament est inattaquable, a-t-il dit. J'ai déposé l'original au tribunal des successions en janvier 2000. Les avocats de Richard peuvent le contester, mais ils ne gagneront pas. L'authentification est à toute épreuve. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous déposons une demande de reconnaissance formelle de l'héritage auprès du comté de Suffolk. Compte tenu des preuves que nous avons présentées ce soir et du nombre de témoins, le tribunal accélérera probablement le processus. J'estime de 30 à 60 jours pour que le transfert d'actions soit finalisé. Eleanor s'est penchée en avant. Richard le contestera presque certainement. Il a les ressources pour faire traîner les choses. Il peut essayer. Finch a fermé sa mallette d'un clic définitif. Mais contester un testament notarié avec 3 vérifications indépendantes et un témoin présent lors de la signature. Il jetterait de l'argent par les fenêtres. Ses avocats lui diront la même chose. J'ai pensé à mon père, figé sur cette scène. La façon dont son visage s'était décomposé quand il avait réalisé qu'il n'y avait plus de mensonges à raconter. Je ne veux pas détruire l'entreprise, ai-je dit doucement. Mon grand-père l'a construite. Ma mère l'a aidé à grandir. Je veux juste qu'elle soit gérée honnêtement. C'est exactement ce que Thomas voulait. Les yeux de Finch se sont adoucis. Il a écrit cette clause parce qu'il savait que Richard essaierait de tout prendre. Il voulait que tu aies le pouvoir de l'arrêter. Eleanor a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Tu n'as pas à tout régler ce soir, a-t-elle dit. La loi fera son travail. Pour l'instant, tu as juste besoin de te reposer. Me reposer. Je n'étais pas sûr de me souvenir comment faire. L'appartement d'Eleanor ne ressemblait en rien à la maison de mon père. Il était plus petit, pour commencer. Un appartement de 2 chambres à Back Bay avec des murs en briques apparentes et des fenêtres donnant sur la rivière Charles. Mais il était chaleureux d'une manière que le manoir Hartwell n'avait jamais été. Des livres tapissaient toutes les surfaces disponibles. Des plantes s'entassaient sur les rebords de fenêtres. La cuisine sentait comme si quelqu'un y cuisinait vraiment. C'était la chambre de ta mère, a dit Eleanor en ouvrant une porte au bout du couloir. Quand nous étions à l'université, avant qu'elle n'épouse Richard.
je l'ai gardé à peu près pareil. J'ai toujours espéré que... Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. La chambre était simple. Un lit, une place avec une couette bleue, un bureau en bois, une étagère remplie de livres de poche usés. Au mur était accrochée une photo encadrée de 2 jeunes femmes riant devant un sapin de Noël, les bras l'une autour de l'autre, ma mère et Éléanore, avant que tout ne tourne mal. Tu peux changer tout ce que tu veux, a dit Éléanore. Peindre les murs. Acheter de nouveaux meubles. C'est ta maison maintenant, aussi longtemps que tu le voudras. Ma maison. Je me suis assise sur le bord du lit, passant mes doigts sur la couette. Elle sentait légèrement la lavande, comme si quelqu'un l'avait lavée régulièrement, même si personne n'y avait dormi depuis des années. Tu n'as pas à être forte en ce moment, a dit doucement Éléanore. Tu as été assez forte pour toute une vie déjà. C'est normal de lâcher prise. Je n'ai réalisé que je pleurais que lorsque j'ai senti les larmes sur mes joues. Mais ce n'étaient pas les larmes que j'avais pleurées ce matin-là, seul dans une cuisine froide avec un mot cruel sur le réfrigérateur. Celle-ci était différente. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait enfin, après 16 ans, trouvé un endroit où elle appartenait. Éléanore m'a tenu dans ses bras pendant que je sanglotais, et elle ne m'a pas lâché. Mon téléphone a vibré à 23h30 ce soir-là. J'étais allongé dans l'ancien lit de ma mère, épuisé mais incapable de dormir, fixant les ombres au plafond. Éléanore m'avait préparé une tisane à la camomille et des toasts, s'était assise avec moi jusqu'à ce que mes larmes se tarissent, et s'était finalement retirée dans sa propre chambre en promettant qu'elle était juste au bout du couloir si j'avais besoin d'elle. Le texto venait de Meredith. J'ai fixé son nom sur l'écran pendant un long moment avant de l'ouvrir. Je ne savais pas pour le testament. Je ne savais pas que papa avait signé pour renoncer à toi. Je pensais que tu ne voulais tout simplement pas faire partie de la famille. J'ai lu les mots 3 fois, essayant de trouver l'angle. Meredith ne faisait jamais rien sans raison. Chaque gentillesse était assortie de conditions. Un autre message est apparu. Je suis désolé de t'avoir traité de monstre. J'avais tort. 2 phrases, 12 mots. Rien qui ne puisse effacer 12 ans de cruauté. Mais quelque chose dans ma poitrine a bougé quand même. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'avais besoin de temps pour comprendre ce que je ressentais, ce que je voulais, si le pardon était même possible. Les excuses de Meredith n'effaçaient pas les mots sur le réfrigérateur, les insultes chuchotées, les années à être traité comme une invitée non désirée dans ma propre maison. Des excuses étaient un premier pas, mais les premiers pas ne signifiaient rien sans les 2e, 3e et 100e pas qui suivaient. J'ai remarqué que Brendan n'avait pas envoyé de texto. Pas de message, pas d'excuses, pas de reconnaissance que quoi que ce soit se soit passé. Peut-être que c'était une réponse suffisante. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai tiré la couette de ma mère jusqu'à mon menton. Demain apporterait des avocats, des papiers et des conversations difficiles. Ce soir, j'avais juste besoin de respirer. Pour la première fois en 16 ans, je me suis endormi sans pleurer. Le Boston Business Journal a publié l'article à 6 heures du matin. Éléanore était déjà réveillée quand je suis arrivé en titubant dans la cuisine, son ordinateur portable ouvert sur la table du petit déjeuner, une tasse de café refroidissant à côté. Le titre brillait sur l'écran. Le gala de Hartwell Industries se termine dans le chaos. Un testament caché fait surface. La fille du PDG revendique la participation majoritaire. Je me suis assise et j'ai lu. L'article était complet. Il citait abondamment Harold Finch, faisait référence aux documents du tribunal des successions et incluait un résumé accablant de l'email que j'avais trouvé dans le bureau de mon père. Il y avait des photos du gala, le visage cendré de mon père, les joues de Victoria zébrées de mascara, Brendan figé au micro en pleine confession, et il y avait une photo de moi, debout sur cette scène dans la robe bleu marine de ma mère, l'air plus confiant que je ne l'avais été. L'action de Hartwell Industries a chuté de 8% en préouverture, a dit doucement Éléanore. Le contrat avec Meridian Medical est officiellement en attente d'un examen de la gouvernance d'entreprise. J'ai parcouru la section des commentaires de l'article. Des centaines de réponses déjà, certaines sympathiques, d'autres sceptiques, d'autres simplement avides de plus de scandales. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, nous attendons que le processus légal suive son cours. Éléanore a fermé son ordinateur portable. Le tribunal fixera une audience dans les 2 prochaines semaines. Les avocats de Richard déposeront des requêtes, feront du bruit, essaieront de retarder,
mais les preuves sont accablantes. Ce n'est qu'une question de temps. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Mademoiselle Holloway, c'est Jennifer Walsh du Boston Globe. Nous aimerions vous interviewer sur les événements de la nuit dernière. Veuillez appeler à votre meilleure convenance. J'ai montré le message à Eleanor. Il y en aura d'autres, a-t-elle dit. Tu n'as à parler à personne si tu ne le veux pas, mais si tu décides de parler, nous le ferons ensemble. À tes conditions. À mes conditions. Je m'habituais encore à l'idée que j'avais des conditions. Le tribunal des successions du comté de Suffolk a rendu sa décision le 31 janvier 2025. J'étais assise dans la salle d'audience à côté d'Eleanor, portant une simple robe noire et le bracelet en argent de ma mère. Harold Finch était à la table du demandeur, sa mallette ouverte, son expression calme. De l'autre côté de l'allée, mon père était assis avec son équipe juridique, 3 avocats en costume cher qui avaient passé 2 semaines à déposer des requêtes, des objections et des demandes de report. Rien de tout cela n'avait fonctionné. La juge Patricia Coleman a lu la décision d'une voix claire et mesurée. Le tribunal juge que le dernier testament de Thomas Hartwell daté du 15 décembre 1999 est authentique et juridiquement contraignant. La requérante, Sierra Holloway, est confirmée comme étant la seule petite fille légitime mentionnée dans la section 7.3. Le transfert de 51% des actions de Hartwell Industries à la requérante, avec Eleanor Vance agissant comme tutrice légale et représentante fiduciaire jusqu'à ce que la requérante atteigne l'âge de la majorité, et par la présente ordonnée. J'ai entendu Eleanor expirer à côté de moi. De plus, a poursuivi la juge, le tribunal note avec préoccupation les preuves présentées concernant la dissimulation de ce testament et les circonstances entourant la renonciation aux droits parentaux. Ces questions pourraient justifier une enquête plus approfondie par les autorités compétentes. L'avocat principal de mon père a demandé une suspension. La juge l'a refusé. Monsieur Hartwell, a dit la juge Coleman, regardant directement mon père pour la première fois. Vous êtes par la présente démis de vos fonctions de PDG de Hartwell Industries, avec effet immédiat. En attendant la résolution du transfert de propriété et de toute enquête ultérieure, le conseil d'administration nommera une direction par intérim. Richard Hartwell est resté immobile sur sa chaise. Il ne m'a pas regardé. Il n'a regardé personne. Quand nous avons quitté le palais de justice 1 heure plus tard, les journalistes attendaient sur les marches. Eleanor m'a protégé de son corps pendant que nous nous frayions un chemin jusqu'à la voiture qui attendait. Les titres de ce soir-là étaient brutaux, mais ils étaient aussi vrais. Mon père a appelé 2 jours après la décision du tribunal. J'étais assise dans le salon d'Eleanor, travaillant sur les devoirs que j'avais manqués pendant le chaos des 2 dernières semaines. Mon téléphone a sonné et son nom est apparu à l'écran. La première fois qu'il essayait de me contacter directement depuis le gala. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Sierra. Sa voix semblait différente, plus petite. Je sais que tu ne veux probablement pas me parler. Tu as raison. Je ne veux pas, j'ai fait des erreurs. Il a fait une pause et je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. J'ai eu tort de cacher le testament. J'ai eu tort de signer ces papiers sans te le dire. J'ai eu tort sur beaucoup de choses. J'ai attendu. Mais tu es toujours ma fille, a-t-il continué. Le sang ne change pas juste à cause de documents juridiques. Je veux arranger les choses. Je veux que nous ayons une relation. Pendant un instant, j'ai failli le croire. Puis je me suis souvenu du mot sur le réfrigérateur. Des photos sans moi. Des 12 ans à être invisible dans ma propre maison. Tu n'appelles pas parce que tu regrettes ce que tu as fait, ai-je dit doucement. Tu appelles parce que tu as tout perdu. Si ce testament n'avait jamais fait surface, tu continuerais à prétendre que je n'existe pas. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai failli rire. Tu veux parler de justice? Tu as renoncé à tes droits sur moi il y a 3 mois. Tu prévoyais de me chasser de la famille dès que le gala serait terminé. Tu ne t'es même pas souvenu de mon anniversaire. Silence à l'autre bout du fil. Arranger les choses aurait été de ne pas cacher le testament en premier lieu, ai-je continué. Arranger les choses aurait été de me traiter comme ta fille au lieu d'un fardeau. Tu ne peux pas réécrire l'histoire simplement parce que tu as enfin fait face aux conséquences. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient, mais ma voix avait été stable. Cela ressemblait à un progrès. Si vous avez déjà eu à fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne vous contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose,
commentez, limite, ci-dessous. Je veux entendre votre histoire. Et si vous voulez voir plus d'histoires sur la justice et les limites saines, abonnez-vous et activez les notifications. La fin de cette histoire est quelque chose à quoi je pense tous les jours. Meredith a demandé à me rencontrer en personne un mois après le gala. J'ai choisi un café à Cambridge. Territoire neutre, espace public, sortie facile si les choses tournaient mal. Eleanor a proposé de m'accompagner, mais je voulais le faire seul. J'avais besoin de voir qui était vraiment Meredith quand il n'y avait pas de public pour lequel jouer. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table d'angle, les mains enroulées autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Elle avait l'air différente sans ses vêtements de marquer son maquillage parfait, plus jeune en quelque sorte, plus humaine. « Merci d'être venue », a-t-elle dit quand je me suis assise. J'ai failli ne pas venir. Je sais. Elle a fixé son café. Je réfléchis à quoi dire depuis des semaines. J'avais tout un discours préparé, mais maintenant que tu es là, tout semble stupide. Essaie quand même. Elle a pris une profonde inspiration. Je ne savais pas pour le testament. Je te jure que non. Maman et papa nous l'ont caché, à Brendan et à moi. Ils nous ont dit que tu étais juste difficile, que tu ne voulais pas faire partie de la famille, que tu nous repoussais. Et tu les as crus. J'avais 7 ans quand ta mère est morte. Je croyais tout ce qu'ils me disaient. Sa voix s'est brisée. Mais ce n'est pas une excuse. J'ai été cruel avec toi. Je t'ai insulté. Je t'ai rendu la vie misérable parce que c'était plus facile que de poser des questions. J'ai observé son visage, cherchant l'angle, la manipulation, l'intention cachée. Tout ce que j'ai vu, c'était de la culpabilité. Je ne demande pas pardon, a dit Meredith. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je vois maintenant. Ce qu'ils ont fait, ce que je les ai aidés à faire. Elle a enfin croisé mon regard. Je veux être meilleur. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. Les mots sont faciles, ai-je dit. Les actes sont plus difficiles. Je sais. Alors, montre-le-moi. Avec le temps, de manière constante, et peut-être que nous pourrons construire quelque chose de nouveau. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une porte laissée légèrement entr'ouverte. 3 mois après le gala, Hartwell Industries a publié son premier rapport de résultats trimestriels. J'étais assise dans la salle de conférence en tant qu'observatrice, 16 ans, encore au lycée, mais légalement autorisée à être là en tant qu'actionnaire majoritaire. Eleanor était assise à côté de moi, prenant des notes, posant des questions, faisant le travail de diriger réellement une entreprise pendant que j'apprenais. Les chiffres étaient meilleurs que ce que tout le monde attendait. Le chiffre d'affaires est en baisse de 4% par rapport au trimestre précédent, a rapporté le directeur financier par intérim, mais c'est principalement dû au retard du contrat avec Meridian Medical. Nous avons renégocié avec succès l'accord à 9 millions de dollars, avec une signature prévue pour la semaine prochaine. L'audit interne avait découvert 1,8 million de dollars de fonds mal alloués pendant le mandat de mon père. L'enquête était en cours, mais les premières conclusions suggéraient que l'argent avait été acheminé vers des comptes personnels déguisés en frais de conseil. Mon père faisait face à un procès civil de la part du conseil d'administration de l'entreprise. Des poursuites pénales étaient possibles, mais pas encore engagées. Après la réunion, Eleanor m'a expliqué les états financiers ligne par ligne. Je suivais un cours de gestion d'entreprise en ligne, essayant de comprendre l'empire que j'avais hérité. C'était écrasant, mais Eleanor était patiente. Tu n'as pas à devenir PDG demain, m'a-t-elle rappelé. Ou jamais si tu ne le veux pas. Tu as juste besoin de comprendre suffisamment pour prendre de bonnes décisions sur qui dirige les choses en ton nom. Et après mes 18 ans? Alors tu auras le contrôle total, mais d'ici là, tu auras 2 ans d'expérience à observer comment l'entreprise fonctionne. Tu seras prête. J'ai regardé le logo de Hartwell Industries sur le mur de la salle de conférence, le même logo que j'avais vu sur les cartes de visite de mon père toute ma vie. Il signifiait quelque chose de différent maintenant. Il signifiait responsabilité, héritage, la chance de construire quelque chose d'honnête sur les fondations que mon grand-père avait posées. Il signifiait que j'avais enfin un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Je me suis réveillé le 16 janvier 2026 à l'odeur de brioche à la cannelle qui cuisait. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. La lumière du matin filtrait à travers des rideaux inconnus, et je suis resté là, clignant des yeux au plafond, le cœur battant avec la vieille peur familière.
Anniversaire. Une autre année à être oubliée. Un autre mot sur le réfrigérateur. Puis je me suis souvenu que je n'étais plus dans la maison de mon père. J'ai descendu le couloir jusqu'à la cuisine d'Éléanore, où elle se tenait devant la cuisinière dans un tablier fleuri et enfariné, fredonnant quelque chose de doux et sans mélodie. La table était mise pour deux. De vraies assiettes, des serviettes en tissu, un petit vase de fleurs d'hiver. Joyeux anniversaire, ma chérie. Elle s'est retournée et a souri. Et il n'y avait rien de compliqué là-dedans. Pas d'intention cachée, pas de conditions, juste de l'amour. Sur la table se trouvait un gâteau avec 17 bougies et une boîte emballée que je n'avais pas remarquée auparavant. Ouvre-la, a dit Éléanore. À l'intérieur se trouvait le bracelet en argent de ma mère, celui que j'avais gardé caché dans ma boîte à souvenirs pendant des années, mais il avait été nettoyé et poli, et une nouvelle breloque avait été ajoutée. Un minuscule cœur en argent gravé de la date de mon 16e anniversaire. Le jour où tout a changé, a dit doucement Éléanore. Le jour où tu as cessé d'être invisible. J'ai glissé le bracelet à mon poignet, sentant le métal froid se poser contre ma peau. Par la fenêtre, je pouvais voir Boston recouverte de neige fraîche, la ville scintillant sous le soleil d'hiver. Il y a un an, j'avais pleuré seul dans une cuisine sombre, lisant un mot qui me traitait de monstre. Aujourd'hui, j'étais assise en face de quelqu'un qui avait passé 5 ans à se battre pour me trouver, qui m'avait donné un foyer et un avenir et le simple cadeau d'être vu. J'ai soufflé les bougies. Je n'avais pas besoin de faire un vœu. Tout ce que j'avais jamais voulu était déjà là. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez comme je me sentais il y a un an, invisible, non désiré, comme un fardeau dans votre propre maison, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas le problème. Ce sont eux. J'ai passé 16 ans à essayer de gagner l'amour de mon père. Je me suis plié en 4 pour lui plaire. Je suis restée silencieuse quand j'aurais dû parler. J'ai accepté la cruauté parce que je croyais la mériter. Mais voici ce que j'ai appris. Certaines personnes ne vous aimeront jamais comme vous avez besoin d'être aimé. Non pas parce que vous n'êtes pas aimable, mais parce qu'ils sont incapables d'aimer qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Et aucun effort, aucune tentative d'être assez bien ne changera jamais cela. Établir des limites n'est pas égoïste. C'est de la survie. S'éloigner des gens qui vous blessent n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même. Et parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas la famille que l'on est censé garder. Je ne déteste pas mon père. Le haïr signifierait qu'il a encore du pouvoir sur moi, et j'ai fini de lui en donner. Je ressens quelque chose de plus proche de la pitié maintenant. Pour un homme si consumé par la cupidité qu'il a jeté sa propre fille plutôt que de partager ce qui n'a jamais vraiment été à lui. Ma relation avec Meredith est compliquée. Nous construisons quelque chose lentement, prudemment, avec des limites claires et des attentes réalistes. Brendan n'a toujours pas pris contact. Peut-être qu'il ne le fera jamais. J'ai fait la paix avec ça. Éléanore est ma famille maintenant. Non pas à cause du sang ou des documents juridiques, mais parce qu'elle m'a choisi. Elle s'est battue pour moi. Elle était là quand personne d'autre ne l'était. Et c'est ce que la famille signifie vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a aidé de quelque manière que ce soit, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous existez. C'est assez. Ça a toujours été assez. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.